Oui, écoutez, cette menace, elle est prise au sérieux par non seulement les putschistes nigériens, vous avez vu la réaction qui a suivi, les nouvelles autorités, entre guillemets, du Niger ont réagi avant même, avant le Burkina, avant le Mali. Elles avaient dit dans un communiqué qu'une intervention donc, de la CEDEAO pourrait entraîner le massacre de la population. Donc, cela veut dire que cette situation, elle est prise au sérieux. Mais ce que j'ai envie de dire, on monte les enchères. C'est que le Burkina et le Mali ne peuvent pas attaquer la CEDEAO. D'autant plus que ces deux pays font face à des crises sécuritaires. C'est-à-dire, avant de penser à attaquer un autre pays, commencer par résoudre les problèmes internes, c'est-à-dire aujourd'hui les deux pays-là, et le Burkina et le Mali, font face à la montée du djihadisme dans leur pays. Donc aujourd'hui, je pense que c'est de la surenchère, c'est une simple déclaration, c'est une déclaration d'intention, mais cette déclaration ne me surprend pas. Parce que quand vous prenez le cas du Mali, il y a aujourd'hui, souvenez-vous de cette attaque frontale venant du colonel Maïga contre le président Bazoum à la tribune des Nations Unies, où on est allé jusqu'à le traiter d'étranger au Niger, comme si ce n'était pas un Nigérien. À mon avis, ces pays étaient sur leur garde. Mais je n'accorde pas de crédit à cette éventuelle réplique donc, de la part du Burkina et du Mali contre les États, les autres États de la CEDEAO. Il faut dire que c'est une simple déclaration qui n'engage que ceux qui ont élaboré, donc ceux qui ont fait cette déclaration. Oui, mais vous parlez de questions sécuritaires auxquelles ils doivent faire face. Mais est-ce que l'attaque contre le Niger n'est pas en soi une question sécuritaire pour le Mali et pour le Burkina Faso, puisqu'on sait qu'après le Niger, après l'intervention du Niger, la CEDEAO pourrait se tourner vers les autres putschistes qui ont renversé des présidents démocratiquement élus et contrairement à la Guinée, des présidents qui n'avaient pas modifié leur constitution. Non, écoutez, à mon avis, c'est une crainte qui n'est pas fondée. Aujourd'hui, contrairement au Mali, les coups d'État survenus au Burkina, au Mali et en Guinée sont consommés. Je ne vois pas comment une intervention au Niger pourrait engendrer une autre intervention de la CEDEAO au Burkina, au Mali, dès lors que cette CEDEAO-là a scellé des accords avec ces putschistes-là. Oui, mais pour les obliger à respecter les accords. Oui, mais aujourd'hui... Et aller vite. Non, aller vite. Quand vous voyez aujourd'hui au Mali, par exemple, le référendum a eu lieu. Au Burkina Faso, des concertations. À mon avis, peut-être cette crainte-là peut habiter ces putschistes-là pour dire, attention, si nous ne prenons pas nos responsabilités, après le Niger, ce sera nous. Mais moi, j'ai une autre lecture. C'est qu'aujourd'hui, quand vous prenez le Niger, le Burkina et le Mali, il y a une région qu'on appelle la région des trois frontières. Je peux comprendre que peut-être que ces deux pays-là estiment que le Niger fait partie de leur territoire, parce qu'on va jusqu'à parler de légitime défense. C'est comme si le Niger était une partie intégrante du territoire burkinabé et du territoire malien. Oui, mais c'est devenu un axe commun aujourd'hui. Oui, justement, mais encore une fois, ce ton-là, à mon avis, n'est pas justifié. Mais j'ai l'impression que nous avons affaire aujourd'hui à une CEDEAO de trois catégories. Vous avez la CEDEAO des putschistes, vous avez le Mali, le Burkina et la Guinée, la CEDEAO des présidents dictateurs, on sait comment ils sont, certains sont à leur troisième mandat. Vous parlez, je vais prendre leur chef de file, notamment c'est la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Vous avez le Togo de Faure Gnassingbé, mais aussi... Mais le leader de la CEDEAO aujourd'hui, c'est Tinubu, qui est démocratiquement élu. Vous avez les autres pays, donc la troisième catégorie... La déclaration des putschistes du Burkina et du Mali continue. Voilà, la troisième catégorie de la CEDEAO, c'est la CEDEAO qui aspire à la démocratie. À mon avis, le chef de file donc, de cette CEDEAO-là, c'est le Ghana, entre autres. Voilà, mais à mon avis, c'est une crainte, encore une fois, qui n'est pas fondée. Il faut que ces putschistes-là, ça c'est raison gardée,
ils ne peuvent pas faire face à la CEDEAO. Et la CEDEAO joue sa survie aujourd'hui. Vous ne pouvez pas laisser les gens se réveiller un beau matin parce qu'ils ne sont pas contents, parce qu'ils leur poste, donc ils risquent de perdre leur poste, qu'ils prennent un beau matin les armes pour retourner contre le palais. Je pense que nos armées ne sont pas faites pour cela. Et je dis, le Niger fait face à un défi sécuritaire. Et vous allez le voir, même les arguments brandis par le nouvel homme fort du Niger ne tiennent pas la route. Parce que quand vous prenez Bazoum, on sait que c'est l'ancien ministre de l'Intérieur, et quand vous faites un parallèle entre les attaques djihadistes survenues depuis 2021, l'année à laquelle Bazoum a été élu, et les années précédentes là, avec Mamadou Issoufou, quand vous faites une analyse, une comparaison par rapport aux chiffres, au nombre d'attaques djihadistes, vous allez voir que le chiffre n'est pas tellement comme ça. Il n'y a pas eu plus d'attaques djihadistes. Voilà, donc, mais voilà, il faut trouver les raisons ailleurs. Donc la CEDEAO doit agir aujourd'hui. Alors, Diané, vous êtes juriste. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les textes de la CEDEAO, c'est une intervention militaire dans un pays souverain est prévue? Et si ce n'est pas prévu, quel est le fondement juridique que la CEDEAO peut évoquer pour aller intervenir au Niger? Voilà. Il faut dire aujourd'hui que l'organisation qu'on appelle la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, est régie donc par un certain nombre de textes, notamment le texte qui a été révisé en 1993, et également aussi il y a d'autres textes qui gouvernent aujourd'hui, n'est-ce pas, ou qui encadrent les États, ce qu'on appelle la gouvernance au sein des États. Et vous avez le protocole, n'est-ce pas, additionnel donc à la charte. Et bon, oui, ou à la charte on peut appeler comme ça, donc portant le traité révisé. En fait, le traité on peut l'appeler la charte. Donc ce protocole-là est intitulé ainsi la charte de la CEDEAO portant sur la bonne gouvernance donc dans les États. Cette charte-là constitue ce qu'on appelle aussi une constitution donc pour les pays membres de l'espace CEDEAO. Et en lisant ces textes-là, n'est-ce pas, interdit ce qu'on appelle toute prise de forme, toute prise de pouvoir illégale dans les États membres. Ça veut dire que ce soit les moyens par les armes ou bien que ce soit par les coups d'État entre griffes qu'on appelle les coups d'État constitutionnels là. Donc sur la base de cela, donc les mesures sont prévues. Ces mesures sont entre autres, on peut partir donc de la suspension des États, également aussi et ce qu'on appelle les embargos. Les embargos, ce sont donc des moyens de restriction donc commerciales qui peuvent être infligés donc à ces États où il y a eu coup d'État. Vous avez vu le cas par exemple au Burkina Faso, vous avez vu le cas au Mali, vous avez eu le cas chez nous ici en République de Guinée, et également aussi le cas le plus qui est d'actualité, qui est le Niger. Vous avez vu donc il y a une batterie donc des sanctions qui ont été prévues qui ont été adoptées. Donc et qu'on appelle l'autre mesure qui est discutable aujourd'hui sur le point de vue juridique, c'est la possibilité d'intervenir donc au sein des États par ce qu'on appelle une force militaire. Est-ce que c'est prévu dans les textes de la CEDEAO? Maintenant, sur les textes de la CEDEAO, il faut comprendre que, n'est-ce pas, il y a une institution qu'on appelle ici le COMOG. Donc c'est une force en attente. Et aujourd'hui, en lisant la charte qu'on appelle la charte de la CEDEAO qui porte aujourd'hui sur ce qu'on appelle la sécurité et le maintien de la paix, le COMOG a été institué. Le COMOG a été institué à l'effet donc de maintenir et le rétablissement donc de la paix au sein de ces États. Mais également aussi, c'est l'article 23 de ces statuts donc qui prévoit, qui donne les compétences donc de le COMOG. Et entre autres, comme je vous ai dit, il y a le maintien d'abord et ensuite le rétablissement. Le maintien, c'est le préalable. C'est-à-dire qu'on veille. Il y a les garde-fous qui sont là. On veille donc à la stabilité, à la sécurité, donc dans l'espace CEDEAO. Et en cas donc de rupture contre la paix, il y a la possibilité qui est permis à l'organe donc de la CEDEAO d'intervenir cette force en attente au sein donc de qu'on appelle dans l'état où il y a eu rupture. La question qu'aujourd'hui qu'il faille se poser, c'est de savoir est-ce que le coup d'État intervenu donc au sein des États aujourd'hui constitue ce qu'on appelle une menace contre la paix? C'est la question qu'on se pose, que les juristes se posent. Est-ce que
les coups d'État intervenus, notamment celui du Niger aujourd'hui, constitue ce qu'on appelle une rupture à la paix. D'accord. Donc, à la réponse, certains estimeront que c'est là. D'autres diront que tel n'est pas le cas. Mais il faut s'aligner, il faut prendre une position dualiste pour dire qu'aujourd'hui, la question sécuritaire qui se pose aujourd'hui au Niger, au Burkina Faso aujourd'hui, et n'est-ce pas, peut nous amener à savoir, avec l'intervention donc des militaires sur la scène politique, nous interroger pour dire que attention, si on ne prend pas les dispositions nécessaires, le pire peut arriver, parce que ce sont des personnes qui ne sont pas aguerries, qui n'ont pas ce qu'on appelle le mental donc de la gestion politique, administrative et autres. Ils ne sont pas préparés à la gestion donc, de l'État. Donc il y a lieu de s'interroger pour savoir aussi quels sont les tenants et les aboutissants donc, de l'intervention des militaires sur la scène politique là. Est-ce que ça peut nous amener vers un basculement vers le désastre? Alors si je comprends bien, juridiquement, l'intervention de la CEDEAO peut être justifiée, elle peut être couverte par cet article-là qui parle de menace de la paix dans la sous-région. Est-ce que c'est ça? Bon, est-ce que c'est possible que la CEDEAO évoque ça? Bon, aujourd'hui, la CEDEAO est déjà, n'est-ce pas, fait montre et il le justifie à travers donc cette disposition, l'article 23 dont j'ai évoqué ici. Mais l'autre chose que je veux savoir, parce qu'on a parlé de la possibilité de faire intervenir le Tchad aussi, est-ce que la CEDEAO dans ses textes a prévu de faire appel à d'autres pays pour l'aider dans sa mission? Non, est-ce que c'est prévu? En la matière, il est parlé des membres de l'organisation. Okay. Il n'est pas parlé, mais il faut comprendre qu'il y a une complémentarité qui existe aujourd'hui entre les organisations internationales. Aujourd'hui, la CEDEAO est couverte, c'est un espace géographique donc qui couvre aujourd'hui les 14 États. Les 14 États, mais également aussi les États, là, les 15 États. Oui, bon, la Mauritanie, je ne sais pas si la Mauritanie... 16e, ils ne sont pas là. Mais donc c'est pour dire que si le Tchad s'est porté peut-être candidat, c'est peut-être sous la bannière de l'Union africaine. Mais le Tchad, en vérité, le Tchad n'est pas membre donc de l'espace CEDEAO et raisonnablement, on est tenté de dire que le Tchad n'a pas intérêt parce qu'il n'est pas du tout concerné par donc, cette crise-là. Et aussi, d'autres choses à signaler, c'est que le Tchad n'est pas membre, d'ailleurs observateur au sein de l'institution. Les membres observateurs, parce que dans les organisations internationales, il y a les membres donc, statutaires, il y a également aussi les membres observateurs. Les observateurs participent ce qu'on appelle, ils peuvent participer au débat, donner leur point de vue, mais ils ne peuvent pas participer à la prise de décision. Au vote. Donc, par conséquent, il y a lieu de dire que le Tchad ne devrait pas du tout s'intéresser, mais puisque c'est une question, l'aspect sécuritaire, ils sont voisins, donc ce sont les deux voisins, je crois bien que par le souci de préserver, n'est-ce pas, leur sécurité exactement, interne, ils se sentent concernés. Alors, sinon, ils ne sont pas du tout concernés. Alors, procureur Barry, ce que je veux savoir, c'est comment comprendre l'attitude de la Guinée. Les deux autres putschistes, pays où il y a des putschistes, à savoir le Mali et le Burkina, sont prêts à intervenir. La Guinée ne l'est pas du tout. Elle n'appliquera pas les sanctions de la CEDEAO, mais n'interviendra pas, alors que cette menace de la CEDEAO pourrait aussi se transposer sur le cas guinéen. Comment comprendre la position des autorités de Conakry? Non, la Guinée n'a pas dit expressément qu'elle va pas ou qu'elle va intervenir, mais si vous analysez le discours, donc ce communiqué-là, vous vous rendrez compte de la détermination de la Guinée. Mais ce n'est pas une première, le fait d'abord. Je voudrais qu'on analyse ce communiqué. Ce n'est pas la première fois... Si on peut nous afficher le communiqué de la Guinée, ce serait bien. Ce n'est pas la première fois que la Guinée prenne les contre-pieds des décisions prises par la CEDEAO. Souvenez-vous, quand la CEDEAO a pris des décisions, des sanctions contre le Mali, la Guinée a fait un communiqué pour prendre ses distances. Les raisons évoquées... Et c'est ce qui a d'ailleurs atténué les effets des sanctions contre le Mali. Oui, justement. Mais là aussi, donc, ce n'est pas une nouveauté, à mon avis, le fait de prendre position. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que nous avons le syndicat des putschistes en Afrique de l'Ouest. Parce que jusque-là, on disait la CEDEAO constituait le syndicat des chefs d'État, mais aujourd'hui, on a le syndicat des putschistes, cette solidarité entre ces putschistes-là. Mais quand la Guinée va jusqu'à dire, attention, n'intervenez pas militairement au Niger, et sinon,
cela entraînerait la dislocation de l'organisation sous-régionale. Est-ce que cela veut dire que si la CEDEAO intervient militairement au Niger, est-ce que la Guinée pourrait, par exemple, se retirer de la CEDEAO? En tout cas, c'est une possibilité, en tout cas, à analyser ce communiqué-là. Cela veut dire qu'aujourd'hui, si la CEDEAO intervenait au Mali, la Guinée pourrait prendre une décision, justement, de se retirer. Maintenant, quelle est l'opportunité d'un tel communiqué? C'est ce communiqué qui est affiché à l'instant à l'écran. Justement, j'ai vu même la porte-parole hier, la télévision nationale, en train de lire le communiqué. Est-ce que ce communiqué était opportun? Quelle est l'opportunité d'un tel communiqué? Est-ce que finalement c'est la solidarité, puisque le Burkina et le Mali ont fait un communiqué conjoint pour apporter un soutien donc clair. Est-ce que la Guinée n'avait pas peut-être d'autres choix que de s'aligner derrière ces pays-là pour dire, écoutez, puisque nous sommes tous logés à la même enseigne, voilà, quand tu vois la case de ton voisin brûlée, donc il faut lui venir en secours. Donc c'est comme ça que j'analyse cette déclaration-là. Mais encore une fois, si je comprends bien, la Guinée pourrait peut-être annoncer son retrait de l'organisation sous-régionale si la CEDEAO Alors, venait intervenir. l'autre chose, quand on regarde bien, on voit le sentiment anti-français qui grandit au Mali, au Burkina. Et il y a de plus en plus Wagner qui est là. En Guinée, il se dit que ce serait la France qui soutiendrait la junte au pouvoir. Alors, est-ce que ce n'est pas un combat aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas les grandes puissances qui sont en train de se battre? Est-ce que ce n'est pas un combat entre la Russie et la France sur la question de l'influence de la France ou non en Afrique? Écoutez, est-ce que la Guinée n'a pas pris cette position parce qu'elle ne veut pas perdre la France et en contrepartie, ils vont fermer les yeux sur d'éventuels glissements? Non, écoutez, aujourd'hui, il faut clairement dire, à tort ou à raison, la France est accusée d'être un soutien du président Mamadi Doumbouya. Vous avez vu, certains sont allés jusqu'à questionner son absence en Russie alors qu'il était en Turquie. Donc, ce sont des interrogations. Pendant que les autres putschistes sont allés. Voilà, donc pour lui, pourquoi il n'est pas allé? Ça, c'est des interrogations, peut-être des procès d'intention. Mais aujourd'hui, par rapport au soutien, par rapport à l'Afrique, je pense que l'Afrique aujourd'hui est devenue un champ de bataille, d'expérimentation, de cette confrontation entre les puissances étrangères, notamment la France et la Russie. C'est malheureux pour notre continent et pour notre sous-région. J'ai l'impression que c'est la guerre froide qui est de retour dans l'espace CEDEAO en Afrique. Donc, mais aujourd'hui, c'est très malheureux. Quand vous voyez ces sentiments anti-français, moi je ne dis pas qu'ils sont légitimes ou pas, mais je me pose des questions. Pourquoi quand vous prenez l'Afrique de l'espace, nous avons des pays lusophones, nous avons des pays anglophones et des pays francophones, mais toute cette pagaille-là aujourd'hui, moi je ne dis pas que c'est la France qui est responsable, je ne le dis pas, et si j'ai envie de le dire, je vais le dire, mais ce n'est pas mon intention. Mais pourquoi toute cette pagaille-là, toute cette confusion-là, c'est dans les pays francophones. Vous prenez le Mali, vous prenez le Burkina, vous prenez le Niger, et vous avez vu ce qui s'est passé en Guinée. Je pense qu'à un certain moment, il faut questionner. Mais moi, là où je ne suis pas d'accord, c'est quand vous étiez donc le caillou, une pierre sur la France, et vous vous alignez sur la Russie. Cela veut dire que nous ne sommes même pas prêts aujourd'hui à prendre... Pour vous retrouver dans voilà, une on n'est pas... domination. Vous avez vu comment les chefs d'État sont allés en Russie pour quémander, pour dire, écoutez, si vous ne donnez pas les céréales, on risque de mourir de faim. Que la Guinée n'a rien eu. Alors, procureur Ghané, l'autre question, c'est sur l'éventualité d'un retrait définitif de la Guinée de la sous-région. Mamadi Doumbouya, qui n'est pas élu du tout, qui est arrivé d'ailleurs au pouvoir par effraction, est-ce qu'il a la légitimité qu'il faut juridiquement parlant de retirer la Guinée de l'organisation de la CEDEAO alors que nous sommes un pays qui est parmi les membres fondateurs de cette institution? Ok, sur la question, il faut dire qu'en droit, on fait toujours la distinction entre ce qu'on appelle la légalité et la légitimité. La légalité aujourd'hui, et sur le plan du retrait, c'est la légalité qui est beaucoup plus usée et non la légitimité. La légitimité s'apprécie au niveau interne, bien vrai aussi que ça peut s'apprécier au niveau international. Mais aujourd'hui, pour demander le retrait, pour procéder donc au retrait d'une organisation internationale, c'est ce qu'on appelle l'autorité compétente. L'autorité compétente donc qui peut engager l'organisation, c'est cette autorité qui peut également aussi prendre et dénoncer et éventuellement aussi procéder au retrait donc de là. Aujourd'hui, la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que Mamadi Doumbouya
à ce qu'on appelle dispose de ces pouvoirs légaux-là? Oui, la réponse c'est oui. Dans la mesure où il est considéré comme étant le président de la transition, parce que d'autres diront qu'il n'est pas le président de la République. Ça, c'est certain. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Mais sauf que le problème, il y a tout ce qu'on appelle les attributions d'un président de la République. Donc, vous avez vu, il a signé des conventions internationales, il a même prolongé les conventions internationales à sa prise donc, du pouvoir, ce qui veut dire donc, s'il a la volonté aujourd'hui, il peut bien entendu passer à un retrait éventuel de la République de Guinée. Mais moi, je le conseillerais de ne pas aller dans ce sens. Et qu'est-ce qu'il faudra? Il faudra passer par le CNT ou bien un décret suffit pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, on n'est plus membre de la CEDEAO? Non, c'est pas comme ça. Il y a la procédure, il y a une procédure donc à suivre. Et en la matière, il faut donc obligatoirement, n'est-ce pas, que le Parlement donc lui autorise sur la question et approuver. Il faut que le Parlement approuve, donc, décide donc du retrait, c'est-à-dire lui en délègue l'autorisation pour dire qu'il faut donc faire sortir la Guinée donc il faut rappeler que les autres procureurs peuvent appeler pour participer à cette émission, pour intervenir. Ils peuvent nous contacter sur le 83 93. Ils peuvent intervenir à partir de l'instant pour donner leur avis sur le procès de l'intervention possible de la CEDEAO en Afrique, enfin au Niger. Et sur l'autre numéro WhatsApp, ils peuvent nous appeler sur le 669 80 88 88. Alors, Monsieur Barry, l'autre chose, c'est jusqu'ici, procureur Barry, les gens doutaient de la possible intervention de la CEDEAO. On parlait de moyens financiers, etc. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, après l'intervention du chef d'état-major du Nigeria, que justement la CEDEAO va à coup sûr intervenir au Niger? Non, la CEDEAO l'a dit lors de son dernier sommet extraordinaire à Abuja. Toutes les options sont sur la table. Quand on dit rien n'est exclu, c'est-à-dire même une intervention militaire n'est pas exclue. Mais elle a donné quand même cette organisation sous-régionale une chance au dialogue, aux consultations, aux négociations pour que ces putschistes nigériens-là puissent céder. C'est pourquoi des médiations ont été menées. Vous avez d'abord le président béninois Patrice Talon a été mandaté, le président du Tchad, l'autre putschiste, justement, s'est rendu même à Niamey pour discuter avec. Donc aujourd'hui, rien n'est à écarter. Donc l'option militaire est sur la table, mais moi j'espère qu'on n'en arrivera pas là. D'ici là, une solution va être trouvée, parce qu'aujourd'hui on parle de cette légitimité-là. Vous avez vu cette manifestation dans les rues de Niamey, les manifestants, les Nigériens, quelques Nigériens qui apportent leur soutien, mais il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'encore une fois, la dernière présidentielle, Bazoum a eu 55%, son challenger a eu 44%. Cela veut dire que oui, même les soutiens de l'opposant peuvent descendre à la rue pour apporter leur soutien à la junte. Mais cela ne veut pas dire que c'est toute la population nigérienne ou toute la majorité de la population qui s'est retrouvée dans la rue. Donc il faut faire attention à ces images-là. J'ai vu donc la réaction sur Twitter du nouvel homme fort du Niger qui s'appuyait sur cette manifestation pour dire que c'est du jamais vu au Niger qu'une telle manifestation puisse avoir lieu. Mais c'est toujours comme ça. Les putschistes, quand ils viennent au pouvoir, ils surfent donc sur la mobilisation pour envoyer un message clair à la communauté internationale pour dire, écoutez, de toutes les façons, nous jouissons d'une légitimité. On me signale que M. Kantabadouno est en direct. Allô, bonjour. Je pense que nous l'avons perdu. Allô? Alors, on va aller avec vous. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, procureur Ghané, une intervention de la CEDEAO est inévitable? Bon, à cette allure, avec l'exaspération des part et d'autre et les prises de position des deux côtés, il n'y a pas vraiment à douter de l'intervention de la CEDEAO si effectivement les deux parties restent. Un autre procureur est allé.